Plaisir. Alors pour rappel, moi c'est Paz et voici mon groupe de recherche. Bonjour. Bonjour. Mathieu, Solane, Julien, Alan, les équipiers. Alors voilà le brief. Il y a quelques mois, il y a des amis à moi qui sont partis monter un laboratoire clandestin de recherche et de communication sur des créatures appelées les furtifs. Alors pour moi, les furtifs c'était une légende, ces légendes urbaines, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de nouvelles. J'ai appris qu'ils avaient rejoint l'armée, un groupe ultra top secret de chasse et furtifs qui était financé par le gouvernement. Pendant une chasse, une amie à eux a disparu soudainement. Et ils ont essayé de la chercher. L'armée n'était pas du même avis. Alors ils ont décidé de déserter. C'est là qu'ils m'ont contacté pour pouvoir monter le labo bien caché. Et moi, j'étais la seule personne qui les ravitaillait. Le problème, c'est que depuis quelques jours, on n'a plus de nouvelles. Alors avec mon groupe, on a fait déjà une descente. Ils ont complètement disparu. C'est pour ça que vous êtes là aussi ici. Vous allez nous accompagner et on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ok? Alors pour certains, vous pouvez prendre un calepin si vous voulez prendre des notes. Tu veux un petit calepin? On a déjà un petit calepin. On a un calepin, donc il y a quelqu'un qui peut regarder son calepin. Bon, je vous préviens. C'était des membres d'unités top secrètes. Les furtifs, c'est aussi top secret. Donc c'est assez risqué. Vous êtes prêts? Totalement. Ok. Vous allez me suivre? C'est parti. Bon. Vous pouvez vous placer ici. Ok, c'est bon, je crois que tout le monde est à l'intérieur. Ok. Bon, ça fait quelque chose d'ici. Hein. On sent quand même que il y a eu des mois de travail là, pour ces chercheurs. Bon, alors là, vous pouvez voir que c'est un peu le bordel, c'est assez sombre. Apparemment, ils avaient baissé toutes les lumières pour pouvoir mieux étudier les furtifs. Alors, déjà, Arnaud, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, un petit peu? Voilà. Merci. Ok, alors, déjà ici, vous avez l'ensemble du laboratoire, comment ça se passait, je vais vous présenter le labo globalement. Et après, je laisserai mon groupe plus vous présenter les analyses qu'ils ont faites des mondes de recherche. Alors là, vous avez un peu la pièce maîtresse, le tableau d'équipe. C'est là qu'ils organisaient leurs recherches. Arnaud, s'il te plaît. Merci. Alors, sur le tableau d'équipe, ils organisaient leurs recherches et rassemblaient les connaissances principales qu'ils avaient des furtifs. Vous avez une partie sur l'étude des furtifs, où ils avaient reconstitué un cycle de vie. On apprend par exemple qu'ils arrivent à vivre dans le monde de l'étude humaine. Et ils métabolisent dans leur trajet aussi bien déchets, plantes, animaux et tout autre objet organique. Alors, après, ils avaient une section sur un furtif un peu particulier qu'ils ont détecté dans le laboratoire, un furtif plus grand, plus haut, presque de taille humanoïde, et ils sont presque supposés que ce furtif pouvait être Azuma, la personne qui avait disparu. Et alors, ils ont théorisé qu'un furtif aurait pu peut-être soit s'hybrider avec Azuma, soit peut-être la métaboliser complètement. Après, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient toute une partie sur l'organisation. Ils avaient déjà fait, ils ont chacun des signes pour symboliser leur axe de recherche. Comme vous pouvez le voir au-dessus de chaque mode de travail. Par exemple, l'étude cinétique, l'étude optique, avec pour chaque mode de travail des grandes phrases, des éléments principaux de leur recherche. Ensuite, bon, vu que c'est des militaires, c'est super organisé. Du coup, ils ont fait un peu de signalétique pour regrouper certains éléments, c'est-à-dire par exemple des scotch bleus pour les éléments interactifs. Ils avaient un cadre spécial pour des feuilles de recherche avec le même modèle pour chaque membre pour que chacun puisse se retrouver sur le poste de travail d'un autre. Ce poste de travail-là, c'était Farid. Farid, c'était un peu un des membres fondateurs, c'est-à-dire que c'était un hacker, appelé Mastermind. Quand ils ont déserté l'armée, il a volé du matériel du récit qu'il a hacké pour créer les machines que vous allez voir ici. Il a aussi placé plein de capteurs et des caméras pour étudier les furtifs et pour ne pas se faire repérer, y compris des brouilleurs pour qu'ils restent cachés de l'armée. Le groupe tenait également un journal de recherche. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu.
ils avaient retranscrit certaines notes audio qui présentaient un peu leur évolution pendant. Ça fait quelque chose d'inaugurer ce journal de bord. Je me sens bizarre. Commencer vraiment en Lio, comme un équilibriste qui montrait pour la première fois sur un fil. Et ce fil, c'est Azuma, et notre espoir de la retrouver. Enfin bon, on va pas partir en mode lyrique, ce serait pas mon style. Ouais, j'ai du mal à débuter. J'étais pourtant l'ouvreur. Alors c'est mon taf, commencer, lancer, gérer, c'est ce que je sais faire. Que dire on est le 6 février 2039. Et, bon, vous pouvez regarder si vous voulez, mais voilà, pour vous dire, en fait, Kay, c'était mon meilleur ami. Et c'est lui qui était le chef de la note. Ça, c'était son poste de travail. Si vous voulez bien vous rapprocher un petit peu. Lui, c'était l'étude du mouvement. C'est-à-dire qu'il étudiait vraiment les furtifs par le mouvement, par leur trajet. Il faut savoir que les furtifs, c'est des êtres de chair et de son qui se déplacent à la vitesse du son, qui se déplacent extrêmement vite, qu'on ne peut normalement pas voir. Et lui arrivait à étudier leur mouvement. Par exemple, vous pouvez voir certaines notes de recherche qu'il avait, où il avait ici, par exemple, reconstitué les mouvements de furtifs qu'il essayait lui-même de reproduire dans cet espace. Il a aussi analysé le furtif humanoïde. Ici, vous pouvez voir quelques images pour essayer de comprendre ce qu'il est, d'où il vient. Et avec Farir, ils sont arrivés à reconstituer une simulation de mouvement de tracé furtif qui montre que les furtifs arrivent toujours à se trouver dans l'angle mort de la vision, malgré leur mouvement. Donc, c'est-à-dire que ici, si je déplace la vision humaine que vous voyez au centre, le furtif va toujours aller faire ses trajets à la vitesse du son derrière et métaboliser l'environnement en même temps. Il y avait également plusieurs paramètres pour analyser différents furtifs, notamment le furtif humanoïde. Après, je vais vous laisser dans les mains de Solan. C'était mon analyse du son pour le pôle de Tina qui s'occupait de la traque phonique. On peut approcher. Ici, je vous présente le poste de travail de Tina. Donc, Tina, c'est l'oreille d'or. C'est vraiment la traceuse phonique du groupe. C'est celle qui chassait, qui traquait les furtifs à l'oreille. Donc, elle était persuadée qu'elle pouvait rentrer en communication avec eux en jouant sur leurs frissons. Alors, le frisson du furtif, je ne sais pas si on vous a expliqué rapidement, c'est un petit peu leur code génétique. C'est une mélodie fondamentale qui les fait vibrer et qui correspond vraiment à leur identité au plus profond de leur être. Donc, elle avait créé tout un tas d'outils, et notamment cet instrument expérimental, qui lui permettait de rentrer en communication avec les furtifs. Vous pouvez approcher, hein, ça ne fait pas peur. Et était persuadée qu'il y avait un lien très fort entre ce frisson, donc cette mélodie, et vraiment la cinétique et le mouvement du furtif. C'est pour ça qu'elle avait travaillé avec Farir pour créer également une espèce de dispositif que vous pouvez voir ici, qui est un dispositif laser permettant un petit peu de rendre compte un petit peu de cette cinétique à travers les mélodies qu'elle arrivait à fournir aux furtifs. Donc c'est une harpe un petit peu bizarre, hein. Moi je ne connais pas trop vraiment les détails, hein, Et sinon aussi, elle a énormément étudié comment les furtifs pouvaient laisser des traces, laisser des messages. Et elle avait notamment réussi à comprendre que les furtifs pouvaient laisser des messages à très haute fréquence. Donc typiquement, on avait ici, elle était sympa, elle nous a laissé des petites flèches pour nous repérer, parce que sinon, on n'aurait jamais su comment ça fonctionnait. Donc en jouant sur la fréquence un petit peu, sur la bande passante, sur les effets qui sont autour de cette trace de son, on arrive à retrouver, à déchiffrer d'une certaine manière des messages laissés, et comme ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, Azuma arrivait à leur parler. Donc si vous avez des questions, vous pouvez revenir par ici, sinon je vais vous laisser continuer avec Julien qui va vous parler plus d'éthologie. Donc, ici, c'est le poste de Borma qui est l'éthologue du laboratoire. Lui, ses travaux ils portent sur le mode de vie des furtifs. Et dans un premier temps, il s'est intéressé à comparer les furtifs à des animaux connus par l'homme. Donc ici, par exemple, la pieuvre mimétique qui va se fondre dans son environnement, ou l'oiseau lyre qui va reproduire des sons de son environnement aussi. Par ailleurs, elle s'est beaucoup intéressée aussi à identifier les lieux dans lesquels les furtifs avaient plus tendance à se positionner. Et donc du coup, il a réalisé des cartes qui lui ont permis de se rendre compte que les furtifs avaient tendance à plutôt éviter l'activité humaine.
Autre chose d'intéressant qu'il a remarqué cette fois-ci dans le laboratoire, c'est qu'il a identifié plusieurs signes sur les murs, sur les bureaux, comme ici par exemple, je peux vous approcher ici par exemple un signe donc, qu'il a reporté sur papier, qu'ils ont essayé ensuite avec les autres membres du laboratoire de reproduire dans des jams en musique pour essayer d'interagir avec Azuma encore une fois, parce qu'il suppose que c'est des signes qui ont aussi été dessinés par Azuma. Un dernier aspect très intéressant du coup concernant les furtifs, c'est le comportement qu'ils adoptent quand ils sont vus par l'homme, parce que ça peut arriver même si c'est très rare. Ici vous avez des céramiques qui sont en fait des formations qui ont lieu lorsque les furtifs se figent dès qu'ils sont vus par un être humain. Donc, ce qui empêche toute étude postérieure de leur anatomie. Et Borma s'est intéressé aux fréquences de résonance de ces céramiques qui, lorsqu'on s'en approche ici, il a amplifié ces fréquences, vous pouvez les entendre, donc qui varient en fonction de la proximité de maman. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur la pratique, sinon vous pouvez passer au poste suivant, au proto. Ah, c'est ça. Bon, ouais, j'étais en train d'admirer un peu toutes ces ceintures, parce que c'est quand même un ceinture manuel. Donc, proto, qui est-ce que c'était? Simplement, en fait, proto, c'était un peu l'équivalent d'un genre de colloque, un peintre fou, qui lui a travaillé sur l'écriture furtive principalement, donc la langue écrite des furtifs. Je vois que vous êtes tous en train de regarder ce pen plotter là qui est en fonctionnement. Alors on a eu un petit souci parce qu'on avait remis en état les machines pour vous les montrer, mais là il y a une feuille en fait qui a glissé, donc il est en train de dessiner du noir sur du noir. C'est pas forcément très parlant pour regarder ce qui se passe, mais si vous voulez avoir une petite idée du rendu que ça peut avoir, donc on faisait des petites choses comme ça. On a vu que ça pouvait rendre des choses comme ça, juste ici. Et donc Proto, lui, il a étudié deux choses sur les furtifs. D'une part, les séléglyphes, donc comme je vous indique cette grande phrase ici, les séléglyphes, qu'est-ce que c'est en fait? Quand un furtif se fige, qui se transforme en céramique, juste avant, il va venir signer un petit peu à la manière d'un chevalier qui s'effondrait, qui signerait un dernier acte à la pointe de son épée. Il va venir signer un testament, parce qu'on imagine que c'est un message qu'il voudrait faire passer au monde en fait, sur la surface la plus proche de lui. Donc ce que Proto a fait, c'est qu'il a étudié ces séléglyphes pour essayer de comprendre ce qu'ils pouvaient signifier et pour essayer de comprendre la vitalité et la force qu'ils pouvaient mettre dans leurs gestes quand ils venaient signer donc, ces séléglyphes. La deuxième chose que Proto il a étudié, c'est le langage des furtifs. Donc c'est le Suiking. Donc là, vous allez pouvoir vous approcher un petit peu. Vous avez une petite plaque ici, je vais la poser là, comme ça vous allez bien la voir, qui résume un peu le principe du Suiking. Donc vous l'avez compris, les furtifs sont des créatures très difficiles à approcher et à comprendre. Et en fait, ça a été un peu la même chose pour leur langage, c'est-à-dire qu'ils ont développé un langage cryptique qui se base sur l'alphabet latin. Et en fait, ils vont écrire des mots dans lesquels ils vont venir superposer des lettres les unes sur les autres pour empêcher en fait leur lecture. Donc c'est vraiment une écriture cryptique. Donc si je vous fais la petite démo, par exemple ici, vous avez un G, qu'on peut considérer par exemple comme la lettre la plus féconde, puisqu'en fait on peut cacher un J, un T, un X dedans par exemple, et même un F. Donc là, si je vous montre avec le J par exemple, tac, vous pouvez voir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous voyez en fait cette lettre dans la vraie vie, vous allez vous dire ah tiens, il y a quelqu'un qui a mis un G sur un mur, ça veut rien dire. Et en fait, il se trouve qu'il y a un G, un J, un A qui peuvent être superposés, qui peuvent avoir une signification. Et donc pour retrouver cette signification, il va falloir en fait comprendre quelle lettre finalement a été tracée en première pour essayer de découvrir ça. Ce serait un peu la même manière dont on pourrait lire en fait les sillons d'un disque vinyle en fait. Sauf que nous, pour l'instant, on n'a pas du tout réussi à le faire, mais bon, on a compris que c'était à peu près comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me dire. Ok les gars, là, on a été repères et maintenant il faut sortir avec tout le monde dehors. Allez. Allez, go, go, go là. Alors, vous allez pouvoir vous positionner en face de moi, juste ici, pour bien voir le petit écran. Bon, déjà, merci de nous avoir accompagnés dans cette salle très chaude. On passe clairement par l'équateur quand on va là-dedans. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec la clim, mais il y a l'air des soucis logistiques dans cette école. Et donc,
Donc voilà, merci d'avoir participé à cette expérience avec nous. Maintenant, on va passer à une légère présentation plus conventionnelle pour contextualiser tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire que vous avez pu vivre à travers nous, c'est l'histoire des Furtifs, qui est un livre qui a été écrit par Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction. Donc là, vous avez la super bouille de notre cher Alain Damasio. Et donc nous, on s'est nourri de ce livre parce qu'on l'a beaucoup aimé, on a décidé de travailler dessus pour notre projet. On s'est nourri de ce livre pour créer toute l'histoire de l'installation. Donc c'est vraiment tout l'univers en fait de l'installation est tiré du bouquin. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont pu le lire. Ok. Bon, c'est un peu dans le même style, ça part dans plein de choses. Et voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été en contact aussi avec Alain Damasio. Donc on lui a parlé de notre projet, il était assez intéressé. Il nous a notamment aussi filé en fait ses recherches sur le bouquin, donc on a pu plonger dans ses fiches personnages, etc. Et ça a été d'une grande aide pour nous pour effectuer toutes nos recherches préliminaires pour ensuite travailler sur l'installation. Donc là, dans le cadre de la présentation, on vous a fait une visite guidée, on vous a présenté les pas successivement. Mais le concept, en réalité, c'est que l'utilisateur puisse déambuler librement dans l'installation et regarder les différents dispositifs comme il le souhaite. Selon nos tests utilisateurs et l'intention de départ qu'on a, l'installation se visite à environ 25 minutes si on va avoir vraiment une bonne vision générale de l'histoire, donc de Damasio. L'idée, c'est à la fois que l'utilisateur, en plus de pouvoir s'intéresser à l'histoire du bouquin, c'est que l'utilisateur puisse aussi juste apprécier l'installation pour sa qualité, juste pour ses éléments interactifs sans forcément avoir d'intérêt pour l'histoire en particulier. Et du coup, on s'adresse à deux types de publics, donc à la fois des amateurs de science-fiction, en particulier les amateurs des œuvres de Alain Damasio, et des personnes qui sont juste intéressées par des installations artistiques immersives comme ce que vous venez de voir. Donc là, on vous a fait l'animation et on vous a un petit peu expliqué comment fonctionnait chacun des dispositifs, etc. Mais dans l'installation finale, la narration elle serait plutôt portée par un onboarding avec des cartels qui permettraient de comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, vous avez eu l'immense privilège d'être les premières personnes à visiter cette installation, mais vous n'avez pas été nos premiers cobayes. Donc, dans l'optique d'une démarche de conception itérative et afin de tester notre storytelling, donc on a réalisé plusieurs tests utilisateurs à l'aide d'un prototype 3D que nous avons réalisé. Donc c'est des tests qui nous ont permis de confirmer nos intentions de conception qui aujourd'hui ont pris forme sous vos yeux. Donc on a quelques réponses récoltées après la réalisation des tests sur la reformulation du concept de l'installation. Ouais, il y a des gens trop c'est une d'un laboratoire sur l'exploration, sur le mission, sur le mystère, sur le temps de l'exploration des... Vous avez tous compris de toute façon ce qui a été dit, donc on peut passer à la suite. Donc je vais vous montrer un petit peu les simulations qu'on a. Là, vous pouvez vous approcher. Donc il s'agit d'une pièce en 3D qui était là pour tester en fait nos intentions de scénographie, dans laquelle les testés pouvaient se déplacer, interagir avec les objets, consulter des notes et suivre des objectifs en fait présentés en haut à gauche sur l'écran. Et donc là, on n'a pas de son finalement. Je l'avais détecté, je pense. Voilà. Et donc du coup, c'est à partir en fait de ces tests-là qu'on a vraiment construit un petit peu toute notre scénographie, qu'on a vraiment mis à l'épreuve toutes nos intentions de conception du départ. Par exemple, ce que vous pouvez remarquer là, quand vous n'entendez pas forcément très bien, mais il y a un son 3D dans la simulation. Et donc là, en fait, vous allez retrouver un son un peu 360 au sein de la simulation qui est censé manifester la présence des furtifs. Donc, dès la conception du projet, en fait, on avait en tête qu'on voulait le continuer ensuite. C'est pour ça que ce que vous avez vu, c'est une première version donc, qui précède à nos tests utilisateurs. Donc, on a plusieurs pistes d'amélioration pour le futur. Et globalement, en fait, il s'agirait d'effectuer une nouvelle itération de chaque dispositif pour arriver à des V1, pour qu'ensuite on puisse exposer. Et en fait, on aimerait travailler la documentation, etc., pour lui donner plus d'importance au niveau de la narration. Et enfin, on va vous laisser avec un petit making-of pour vous montrer comment ça a été
Un plaisir. Un plaisir de Ça faire marche. cette installation par période de pandémie et de toutes les choses qu'on a De peste. Sinon, je peux y aller. Ok les gars, le furtif ça vous parle? Pour certains, j'imagine que oui. Mais aussi, c'est une sacrée aventure. Je comprends pas la dernière phrase en fait. Ouais, il y a des gens trop chouettes. Ils ont fait une reconstitution. C'est une reconstitution d'un laboratoire d'études furtifs qui n'est pas de récif. Yes, oui. Elle est furtif. Oui. Là, c'est l'amique va te dire. Parle-moi, c'est l'amique. Elle me parle. Ça l'a arraché? Ça passe. Ça va, Alan? Voilà, merci de nous avoir écoutés et d'avoir vécu ce petit moment avec nous. Merci, bravo. Oui, c'est bon, on va continuer question. Vous avez un lieu où vous pensez exposer? Une idée de lieu? On a plusieurs pistes, on pensait à des lieux, ça fait un peu bateau de dire ça, type la Gaîté Lyrique. Mais par exemple, le lancement du bouquin Les Furtifs a été fait à la Gaîté Lyrique. Donc je pense que c'est des endroits qui sont déjà un peu au courant de ce que fait l'auteur. Lui, il a déjà des contacts, etc. Donc ça pourrait être ce genre d'endroit. Après, il y avait le 104, il y avait un festival toi, que tu trouvais intéressant. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai des contacts en fait à Lyon avec des festivals en fait de creative coding dans le numérique. On pourrait potentiellement installer. Il y a en lien aussi des bains numériques. Ah oui. Ok. C'est quoi Hangar Numérique? C'est un gros festival de C'est un festival technologique. Alors du coup, cette année, on a mis Probable. Quand vous dites vous allez retravailler toute la narration, vous la travaillez avec l'auteur Non. pour les cartels et tout ça, ou c'est à part? Alors ça, c'est à voir pour la suite du projet, parce qu'après, il va falloir qu'on revoie avec lui. On a surtout été en contact avec lui au début, Ouais. et ensuite, là, c'était moins le cas, parce qu'il y a eu la pandémie, etc., donc c'était plus complexe. Mais on était aussi en contact avec une deuxième personne, qui est une personne qui a travaillé en fait dans le livre sur toute la mise en page, et la typoésie qu'il y a dans le bouquin, en fait, parce qu'il y a des caractères spéciaux, un petit peu comme dans l'ordre du Contrevent, qui viennent exprimer des choses sur les personnages. Et donc, cette personne, on la connaît très bien, et donc on a aussi beaucoup discuté avec elle sur le sens de ce qu'elle avait fait sur l'écriture. Après, concrètement, nous, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a eu accès à tout ce matériel de base qui était les fiches de recherche, personnages, etc. Et ensuite, nous, on a construit notre narration de manière un peu indépendante, ce qui était plus simple d'un point de vue aussi timing, etc. Donc, j'imagine que si lui, on devait un peu apposer son tampon sur le truc, il faudrait effectivement qu'on repasse sur tout ça. C'est ça. Est-ce que Damasio a testé votre maquette en 3D ou pas? Alors, il devait, mais on n'a pas eu dans le tout. Quand soudain. Il a peut-être vu. En fait, c'est en gros, pour expliquer un peu le principe, c'est quelqu'un qui déteste passer du temps sur les écrans, etc. Donc, communiquer avec lui à distance, etc., c'est pas forcément évident. Après, on sait qu'il est très intéressé, par contre, par toutes les choses qui peuvent un peu incarner son univers. Donc, logiquement, il ne devrait pas détester de venir dans cette installation. Mais donc là, avec la pandémie, c'était plus complexe. Mais par contre, on avait fait tester le typographe. On a fait tester la typographe en question qui avait travaillé sur le bouquin, qui a trouvé ça super et qui du coup voulait justement lui envoyer pour qu'il teste. Il n'y a pas eu de film qui a été fait à partir du bouquin? Non. Il est sorti sur Ah, Il y a eu une pièce de théâtre qui a Ok. été faite. Pareil, qui retranscrivait un peu le bouquin aussi. Bah, bravo, du coup, Voilà. Enfin, on sent que vous êtes éclatés. C'est cool. C'est plus Nous, on est éclatés, ouais. D'avoir vraiment joué le jeu acteur double et tout, c'est chouette. C'est marrant parce que j'ai rencontré Damaso justement, je crois que c'était à la Gaîté Lyrique justement, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui essaient d'incarner effectivement ces livres. Et là à l'époque c'était un projet interactif sur du design sonore, donc super intéressant. Et effectivement je pense qu'il serait voilà, après c'est vous mettez en scène et vous incarnez un passage, c'est ça, du roman.
Alors, pas vraiment. Ou non, c'est carrément C'est vraiment une extension histoire de qui est parallèle. Après, on va dire qu'on se sert pas mal de la structure du livre pour des besoins de temps et en même temps de logique. On a créé une histoire un petit peu en parallèle de celle du livre. C'est-à-dire que dans le livre, il y a déjà une unité de recherche militaire avec des gens qui vont déserter pour des raisons, etc. Donc nous, après, on s'est servi de ça pour recréer une histoire un peu alternative qui serve nos besoins et notre intention. Ok. Mais c'est pas directement lié à l'histoire. Après, ça reprend tout un tas de principes sur le langage et toutes ces choses-là. C'est complètement lié. Ok. Mais du coup, je trouve ça intéressant, enfin, je trouve ça bien que vous ayez une part de création. Après, au niveau auteur, effectivement, il va y avoir des petites problématiques de droit d'auteur. Effectivement, si vous voulez vraiment le proposer en termes de projets concrets, de le proposer dans des lieux, effectivement, il aura un droit de regard, donc il faudra vraiment travailler ça avec lui. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté adaptabilité, parce que c'est vrai que là, au niveau scéno, c'est complexe, quoi. Et est-ce que vous avez pensé un peu à votre projet, un peu en termes de kit, c'est-à-dire comment vous pourriez effectivement installer, vous avez besoin de combien d'ordinateurs, imprimer telle chose pour pouvoir vous adapter à des projets, à des lieux qui peuvent être très divers, parce qu'effectivement, c'est une salle, en fait. Ouais. Alors, un premier élément pour peut-être répondre à cette question, c'est que déjà, donc la simulation 3D qu'on vous a montrée, c'était pas la même disposition qu'on avait imaginé au départ, parce qu'on n'avait pas encore la salle. Donc, quand on a eu la salle, on a complètement changé toute la scéno. Donc, initialement, les pôles, ils étaient disposés contre les 4 murs d'une salle. Puis, comme là, la salle était beaucoup plus grande, en fait, on s'est dit, ça va faire super loin, les gens vont devoir traverser la salle, c'était pas du tout bon. Donc, on a fait une sorte de gros îlot central autour duquel on peut se balader. Et ce qu'on a travaillé sur la modularité, pour nous, la modularité, justement, c'était très important pour pouvoir ensuite formater un peu cette expérience pour les différents lieux. C'était surtout basé déjà sur le travail qu'on a fait avec les tubes PVC, qui sont facilement emboîtables, démontables, et donc ça fait qu'on peut très facilement en fait changer toute la disposition des éléments, et en même temps transporter ça aussi facilement, parce que c'est assez léger, on va dire. Okay. Donc on a déjà éprouvé un peu ce principe-là. Après, c'est sûr que sur les écrans, c'est des choses qu'il faudrait se procurer, etc. Sur la partie technique, peut-être que vous pouvez ajouter aussi. Clairement, ce qui est sûr, c'est qu'on avait énormément d'iMac. On s'en est servi. Voilà, mais on n'en a pas besoin et on a effectivement juste trouvé des écrans beaucoup plus low-tech d'une certaine manière. C'est complètement envisageable. On a essayé aussi de penser les choses pour pouvoir mutualiser un maximum d'expérience et pour pas avoir non plus trop de. On n'a pas besoin d'avoir tout ça pour faire l'installation normalement. Okay. Et on peut aussi envisager de la réduire éventuellement à un pôle ou 2 pôles, parce que comme il y a cette modularité aussi au niveau des pôles, on peut réduire en fait aussi peut-être le nombre de pôles et imaginer réduire un petit peu l'histoire. Ça, ce serait quand même un travail encore d'adaptation à faire, mais ça permettrait aussi de la mettre dans des salles encore plus petites, même si dans l'idée pour une expérience, on va dire, qui est dans le sens de ce qu'on a imaginé, il y a quand même un peu une taille minimale de salle puisque tout ça prend de la place. Mais par exemple, pour vous donner une idée, là, les bureaux, ils font 1,50 m à 2 m de large. Et simplement, si on prend des tubes PVC qui sont plus petits, on peut les réduire aussi. Donc on peut enlever de la documentation, des choses, et tout ça fait que ça peut s'adapter dans une salle qui est beaucoup plus petite. Okay. Et est-ce que vous avez pensé par rapport à l'installation, parce que là il y a une traduction qui est très visuelle, très sonore, à une version plus immersive, je pense notamment au rayon qui montre bien la manière dont Furtif concrètement pour aller dans l'espace, il n'est pas obligé d'être modélisé. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que par rapport à la simulation de mouvement, ouais. Justement sortir d'un écran et d'avoir dans la pièce. L'incarner vraiment visuellement. Je pense qu'il y a des choses qui nécessiteraient d'être plus dans la scéno que dans le vécu. En fait, vous auriez pu faire effectivement, même quand on était dans votre pièce, faire un effet un peu furtif où on voit des choses dans le coin de nos regards, comme si on sentait qu'il y avait une présence. Et effectivement, là, on arrive dans une pièce où c'est, après que les gens soient partis, on sait que les furtifs existent dans ce monde-là. On pourrait effectivement se faire un peu hacker dans le réel, quoi. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant. Ressentir un furtif. Ouais, c'est ça. C'est souvent encapsulé. En fait, on a envie de se dire qu'il en passe un derrière et il n'y a pas quelque chose. Après, ça pose pas mal de problématiques d'un point de vue utilisateur. Parce qu'en fait, si on a des gens qui regardent dans plein de directions différentes, il faut savoir exactement où ils regardent. Parce que le principe du furtif, c'est que logiquement, on ne peut pas le voir. C'est un peu le truc fondateur, parce qu'il est dans l'angle mort de la vision. Donc l'idée, c'est que nous, on voulait. Oui, mais donc s'il y a 4 personnes différentes, il faut qu'il passe derrière toutes les personnes, et donc ça peut effectivement. Voilà. C'est bien d'avoir fait un îlot central avec les gens qui naviguent autour de l'îlot central et tracer les coins de la salle qui sont dans l'ombre pour peut-être faire bouger les choses. Ce que tu dis, c'est peut-être un parcours. Oui, c'est avoir un parcours. Je sais pas si avec la personne de devant, ça se règle. Oui, on peut peut-être. Si, avec le son. Parce que en fait, je sais pas si vous avez
peut-être vu, il y a des enceintes aux quatre coins de la pièce en fait. Et peut-être que vous êtes réentendu en écho parfois. Donc on a des systèmes de captation sonore qui sont ensuite matérialisés sous forme de ces quatre enceintes qui vont faire passer le son en fait à travers, enfin, derrière nous pour en fait nous amener à nous retourner en fait d'une certaine manière. Et donc c'est un système de son qui s'enrichit en fait. Donc plus il y a de personnes, plus il y a de bruit. Plus il y a de bruit, plus les furtifs sont agités, plus il y a de son qui ressort de la pièce. Et donc il y a une espèce de cycle vertueux qui se crée, qui vient un petit peu genre dans le sens de ce principe de jam qu'on va faire avec les furtifs, où on va leur parler, ils vont nous répondre. Et c'est ça qu'on a essayé de retranscrire à travers ce son spatialisé en fait. C'était aussi l'idée de montrer, comme j'en avais un petit peu parlé sur le post que moi je vous ai présenté, de leur capacité mimétique, où ils vont reproduire des bruits ambiants et nous leurrer en fait sur quelque chose qui est derrière nous, mais en fait qui n'existe pas, ou ce qu'ils font aussi avec la lumière d'ailleurs. Ok, alors j'ai deux questions, alors du coup je vais choisir entre les deux. Moi j'aimerais savoir comment vous avez distribué le travail, parce que du coup là ça touche à beaucoup de choses. Comment ça s'est passé? La question piège là, pas bien. Ça s'est assez bien distribué. En fait, chacun avait un peu des envies. Je pense que ça se voit aussi, ça fournit justement de plein de choses parce qu'on avait envie de s'éclater pour le dernier projet et de vraiment s'amuser à travailler sur tout un tas de trucs ensemble. Donc on avait un peu listé nos envies et après en fonction de nos spécialités respectives, il y en a qui ont plus travaillé sur la narration, il y en a d'autres qui ont plus travaillé sur les objets connectés, sur les interfaces, etc. Donc ça s'est distribué comme ça. Après, il y avait des dispositifs, par exemple, qui prenaient beaucoup de temps à concevoir. Par exemple, l'OpenPlotter, il a été construit par Solal. Donc c'est un truc qu'il a commencé directement, en fait, parce qu'il savait que ça allait prendre pas mal de temps en conception et en fabrication. Donc ça a été, on a géré un peu tout ça comme ça. En parallèle. Oui, c'est ça. Vraiment, il y avait des chantiers qui traînaient vraiment sur beaucoup de temps. On a commencé vraiment en amont. Et après, il y avait surtout plein de petites choses, plein de petits mécanismes simples qu'il faut réussir à tout mettre ensemble. Et donc, du coup, là, on était beaucoup à faire un petit peu de chaque chose. À se passer les outils. Bon, on arrive au bout du temps, à moins que vous ayez un truc. Alors moi, c'était l'ouverture à l'escape game. Est-ce que vous avez posé la question, genre on rentre dans la salle et on doit faire quelque chose J'y pense pas. Ouais, on se doutait qu'on allait avancer. Désolée, Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors, notre intention initiale, on savait que ça pouvait un peu s'apparenter à un escape game, mais c'était pas non plus de faire un escape game. On voulait que ceux qui ont envie en fait de trouver du sens dans ce qu'ils regardent puissent le faire. C'est pour ça qu'on a créé toute cette histoire. Et qu'après, ceux qui avaient juste envie de déambuler, d'interagir avec des trucs un peu cool et juste de rigoler avec du son, etc., puissent le faire aussi. Et donc c'est pour ça qu'on préfère aussi qu'il y ait un peu cette notion de déambulation, ce qui s'oppose en fait au principe principal de l'escape game, qui est une résolution qui doit se faire dans un temps donné. Ok. C'est vrai, mais ça me part, c'est plus grand. Ok, merci. Merci. Bravo, super bien. On retourne dans la salle. Allez. On est bon? Vous nous entendez de toute évidence? Oui, SOD là, c'est bon. Vous avez les droits de modération? Oui. Robin? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Rebellina? Cheveux blancs, un petit air malin, toujours son casque sur les oreilles. Nous, en tout cas, dans notre groupe, on la connaît bien. Alors, notre groupe est composé de Omar le Preux-Chevalier, Robin le Ménestrel et Elliot le Bouffon, qui sont les jongleurs de chiffres et les mathos de notre groupe. Après, on a Duchesse Anastasia et moi, la troubadour, qui pratiquons plus l'art de la mise en forme. On connaît bien la princesse Rebellina parce qu'on était confinés avec elle. Rebellina, elle est née d'envie commune, d'envie de s'amuser, de créer un jeu, de travailler autour du rythme et d'apprendre. La princesse vient d'un monde à 2 dimensions, où les sols sont des plateformes 2D. 2 dimensions, mais aussi 2 univers, parce que dans son monde, les anachronismes poussent comme des petits champignons. Dans sa quête, la princesse évolue au rythme de sa musique. Commençons son aventure. Donc la princesse Rebellina va faire son aventure au rythme de la musique. Donc des cutscenes entre les chapitres
permettre d'aiguiller le joueur sur la narration de l'histoire. Le jeu commence avec une cutscene pour définir la situation initiale, l'ambiance générale. Et sans perdre de temps, donc on a le premier niveau, le tutoriel, qui est tout de suite accessible. Donc avec une simple rythmique de tambour, on va voir les bases pour apprendre les différentes mécaniques, apprendre à contrôler cette fameuse princesse rebelle. Ensuite, le lien narratif va être assuré par une deuxième cutscene qui introduit le deuxième chapitre, celui de la forêt magique, qui va être composé de 4 niveaux représentant 4 moments de la journée différents. Donc chaque chapitre, chaque monde et chaque biome aura ce même format, c'est-à-dire découpé en 4 moments de la journée différents. Et on a plusieurs idées de biomes, donc par exemple, autre que la forêt, le château, donc une caverne, une montagne ou un désert, par exemple. Le personnage doit inspirer intrigue, n'est-ce pas? Comme Arya Stark, princesse Mérida rebelle ou Fiona de Shrek. Tadam, on vous présente Rebellina. Chose que vous devrez savoir à propos d'elle, tout d'abord, son rêve est de découvrir les terres inexplorées qui promettent des aventures musicales. Alors, bien équipée avec sa casque magique, elle se lance dans cette aventure. Ce qu'on aime ici chez Rebellina, c'est qu'elle mélange les codes traditionnels médiévaux et l'esthétique électro. Donc, comme nous l'a présenté Anastasia, on va se lancer dans l'aventure de Rebellina. Once upon a time, there was a kingdom of silence, ruled by the King 14th. Life in the kingdom of silence was quite quiet. Music, melody, song were forbidden in all the lands. And punishable by the law. His Majesty the King had a daughter with an unusual name, Rebellina. Voila, 'tis my life. And yet, how I adore music. And so, to flee this castle of silence. On est donc arrivé dans le premier niveau de Rebellina, le château, qui est aussi le tutoriel. Mais d'abord, vu que mon ami Omar le Chevalier est ce qu'on appelle dans le jargon un pro gamer, il va d'abord aller dans les menus et changer un petit réglage. Donc ici, comme vous voyez, on a deux modes différents, Chill Princess et Pro Princess, pour deux types de joueurs bien sûr. Le mode Chill Princess est pour un joueur débutant qui va vouloir juste découvrir le jeu sans forcément se prendre la tête. Et le mode Pro Princess permet d'être timé dans la vitesse à laquelle on finit les niveaux et pouvoir même se mesurer avec les autres joueurs à travers un leaderboard. Donc dans ce tutoriel on retrouve un peu tous les mouvements possibles pour la princesse. Donc sauter, glisser sur un mur, dasher aussi. Donc, oui, du coup, bien évidemment, là, je tiens à préciser que si on me voit et que je joue assez mal, bien évidemment, c'est jouer. Je ne joue pas comme ça, je suis un très bon joueur, un pro gamer, comme l'avait dit Elliot. Donc, voilà. Disons que... Donc là, je pense que vous remarquez en fait que Omar a l'air d'avoir beaucoup de mal, et c'est normal parce qu'en fait, toutes les actions qui sont des dashs et des sauts doivent être faites en rythme sur la musique. Et quand vous voyez un mist, ça veut dire qu'il n'a pas été en rythme. Quand c'est un ice ou un perfect, il a été en rythme. Bon, 62 secondes, je vous avoue, c'est clairement pas terrible.
Et donc justement on peut voir toutes ces informations supplémentaires parce qu'on est en pro mode. Un joueur chill n'aurait pas ces informations un peu superflues qui lui seraient inutiles. Chapter 1, The Magic Forest. Juste un peu légèrement baisser le son quand même pour qu'on puisse nous entendre et aussi profiter de la musique. Voilà. Le tutoriel du château passé, nous voilà dans le premier niveau. Et on a eu une volonté en fait avec Rebellina, c'est que ça soit un jeu qui est jouable par tout type de joueurs en fait, enfin des joueurs très expérimentés comme des nouveaux joueurs. Et pour ce faire, on a oublié toutes les idées de points de vie, de prendre des dégâts, de mourir. Et on peut juste en fait pas mourir, hein. Si on rate, si on tombe, il n'y a pas de problème, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Mais en fait la difficulté va se retrouver surtout sur le fait de quand on se rate, on perd du temps et du coup on pourra pas faire de bon temps et être compétitif. Je vais quand même essayer d'être compétitif et je vais essayer de prendre justement le chemin qui a été pensé pour être le plus rapide possible et qui justement joue des mécaniques de rythme. Je garantis rien, je vais essayer de me concentrer. Faut que j'écoute un peu la musique. Ouais, ça va. 5 secondes 48, donc j'ai battu, on peut voir que j'ai battu du coup mon score personnel. Parce que bien évidemment j'ai fait quelques runs avant, disons, j'ai joué un peu. Non, 11 c'est pas top, hein. Honnêtement je peux pas vous... C'est pas top. Et justement parce que on a un peu cette idée avec les niveaux qui soient en fait très rapidement rejouables et très rapidement qu'on puisse les refaire à la volée. Donc en fait on a ce système de sélection de niveau, c'est-à-dire que pour un joueur compétitif par exemple, son but va être de refaire les niveaux jusqu'à par exemple qu'il batte son meilleur score ou même encore mieux le record mondial. Donc justement on a un peu ce mécanisme là toujours dans l'optique de suivre la progression de Rebellina dans sa journée, notre sélecteur de niveau. Donc avec une progression qui est sauvegardée. Donc là on peut voir que j'ai fait le level 1, 2. Et donc je vais reprendre mon aventure au level 3, au coucher du soleil. Le level 3 c'est le premier niveau dans lequel on va rencontrer un nouveau type d'obstacle, des bumpers, qui nous est présenté en fait de manière très progressive. Donc d'abord on apprend ce que c'est, on se laisse un peu emmener, et puis directement après on va rencontrer d'autres types de bumpers qui vont nous empêcher de passer, qui vont pas nous aider dans notre progression, mais qui vont être des obstacles, de vrais obstacles. Comme ici ceux-là qui vous renvoient en arrière si vous les touchez. Bon, cette musique elle m'ambiance trop, j'aime vraiment beaucoup très cette musique du coup. Passe. Ah je suis mauvais hein, terrible. Ah. Donc là par exemple on peut apprécier justement, il y avait un choix qui a été fait au niveau de la direction artistique, si justement une des troubadours voudrait peut-être en dire plus que moi, mais au niveau de la rythmique et des jeux de lumière, justement je vais peut-être un peu baisser le son pour qu'on t'entende un peu mieux, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, notre décor évolue au fur et à mesure de chaque niveau. On voulait créer une ambiance de forêt magique qui se transforme au cours de la journée. On a ajouté plein de petits détails qui vivent et s'animent en rythme, comme par exemple des petits oiseaux, les petits vers ou les buissons qui bougent au niveau des yeux ou bien les fleurs des néons. Au niveau de l'interface aussi, on a repris des codes de mise en page médiévale. Donc, par exemple, un peu ce côté parchemin, on a une texture dans les lignes. Et aussi, par exemple, pour les lettres, quand on a un élément de sélectionné, on retrouve un vert fluo qui reprend ce côté électro. Et dans les lettres, on a repris cet aspect lettrine qui s'enlumine quand on les sélectionne. Donc effectivement, on a pu vous guider, j'espère, à travers l'aventure de notre chère princesse rebelle. Mais derrière, c'est beau, elle vit dans un monde féerique, mais j'ai envie de vous dire, il est où l'or, monseigneur? Où est-ce qu'il est?
On a besoin d'or, d'écus. Donc, C'est vrai qu'on a besoin d'or. Déjà, je pense que ça pourrait paraître raisonnable d'exclure un prix fixe. Par exemple, 60 écus, ça me paraît un peu gros. c'est vrai. Un peu A non plus, et c'est pas un produit fini. Ah, peut-être qu'on pourrait le vendre pour 20 écus, non? Enfin, en le faisant en accès anticipé, on propose cette version du jeu avec une promesse de sortir bien plus de niveaux et d'étoffer le contenu. En plus, ça va nous permettre de développer une communauté et puis pouvoir être plus visible avec notre jeu. C'est vrai que c'est cool l'idée de l'accent anticipé, mais le seul truc moi qui me fait peur personnellement, c'est justement là ce que tu parlais, l'idée des promesses. J'ai peur que justement on s'avance un peu trop et on en a connu des projets qui ont été par exemple sur Kickstarter avec des accents anticipés qui ont mal fini. Donc moi personnellement j'ai une petite crainte à ce niveau-là. À la limite, j'étais en train de me dire peut-être qu'on peut justement, si j'arrive, je vous propose donc vous à vous, monsieur les jurys, ou bien même à tous mes viewers, tous les viewers si présents, qu'on vous le donne gratuitement. Gratuitement quand même, c'est un prix qui donne envie. Après, effectivement, du coup, c'est donc ce qu'on appelle le modèle du pay as you want. Donc, c'est vous y mettez vraiment l'argent que vous voulez. 0 €, c'est cool pour vous. Peut-être pour nous, un peu moins, effectivement. Si vous voulez aussi proposer des milliers, c'est possible. C'est justement tout l'intérêt du pay as you want. On s'est dit que ça avait un avantage par rapport à la taille du jeu, par rapport à ce qu'on allait vous offrir, par rapport au retour que vous pourriez avoir. Et justement, moi personnellement, en parlant de retour, moi je voulais peut-être revenir au coin du feu avec vous. Et c'est vrai qu'échanger un peu sur ce qui s'est passé quand même cette année, durant cette somptueuse expérience avec vous, très cher, mes compagnons de voyage. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi j'ai un petit, disons que j'ai eu un ressenti global, c'est que effectivement, pendant ces longs mois de travail intensif, on avait au moins tous la même volonté justement déjà de travailler sur le même projet. On avait vraiment tous la même envie de travailler dessus. Je sais pas si vous, de votre côté, vous Ouais, ouais. ressentez globalement la même chose. Oui, la motivation était assez globale. Et même la cohésion était assez globale aussi. Enfin, c'était assez cool. L'ambiance était plutôt bonne. Non mais ouais, c'est vrai. Et vous les troubadours, je sais pas la cohésion avec nous, avec cette équipe. Peut-être plus personnellement, moi j'étais contente d'avoir ajouté comment dire, une corde à mon arc un peu plus technique au niveau de Unity et de pouvoir maintenant faire des pushs et des pulls sur Git. C'est vrai que tu es devenue une guiteuse pro, c'est vrai. Anastasia, si tu avais un point à retenir. J'étais vraiment contente qu'on pouvait vraiment expérimenter et faire des choses artistiques et marrantes en même temps. Moi, ça me fait penser justement sur le jeu vidéo, en restant sur cette tranche-là, que le côté jeu vidéo, c'est quelque chose qui me plaît, mais en fait, c'est à double tranchant parce que mine de rien, je me souviens le nombre de fois où, par exemple, avec Robin, on s'est pris la tête sur des conflits de gestion d'assets en fait, propres au jeu vidéo et que effectivement, c'est cool de faire du jeu vidéo, c'était très instructif, mais que parfois, moi personnellement, j'avoue que le monde du web, ça me va très bien. Ouais, un peu pareil pour moi. Enfin, le système de problème entre guillemets de conflit, ça m'a fait renouer aussi avec cette très chère trigonométrie pour la partie de sélection des niveaux que vous avez pu voir tout à l'heure. C'était un bon moment à passer. Personnellement, pour moi, ça a été une expérience excellente parce que je suis vraiment passionné de game design, de level design et c'est la première fois que j'ai eu vraiment l'occasion de mettre les mains dans un projet un peu plus sérieux et arriver à toucher à ça. Enfin, pour moi, vraiment excellent. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Ouais, merci. On va juste pour la partie, si vous avez des questions, etc., on va passer sur Collab, ce sera plus simple pour échanger, je pense. Merci. On vous rejoint tout de suite sur Collab. Et à ce soir sur les quais pour les autres. Est-ce qu'on peut donner les droits administrateurs à Omar, du coup, Mathilde, Elliot, si possible. Ok, mes questions, commence par là. Oui. Alors, la question qui fâche dès le début, comment est-ce que je joue à votre jeu si je suis malentendant?
Au niveau des aides visuelles, peut-être on n'est pas resté assez longtemps, mais on a essayé de penser un maximum justement aux éléments de décor. Notamment, par exemple, on l'a vu, on s'est arrêté dessus, par exemple, sur le niveau de la nuit. En fait, on a plein d'éléments du décor qui sont là justement pour indiquer, d'avoir une présence visuelle aux joueurs pour justement l'indiquer du rythme. Mais même si c'est vrai qu'effectivement, quand même, si c'est quand même beaucoup moins pratique et effectivement un malentendant aura peut-être beaucoup moins de fun à jouer au jeu, mais on a quand même essayé d'éviter de les exclure en incluant ce genre justement de détails dans les fonds des niveaux. Parce qu'effectivement, on voit que quand la princesse bouge pas, elle est en rythme, en fait, mais par contre, dès qu'elle commence à bouger, en fait, on perd cette indication. Je voulais savoir si ça avait été pris en compte dans votre réflexion. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les backgrounds, souvent, je prends l'exemple du niveau 3. En fait, on avait des pivers, par exemple, qui tapaient. En fait, les pivers tapaient en rythme, les champignons bougeaient en rythme. Le niveau de la nuit, les fleurs brillaient en rythme, pardon. En fait, on a essayé de faire ce genre d'éléments-là, justement, pour que ce soit quand même accessible aux malentendants. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce serait quand même beaucoup moins agréable pour ce dernier. Ouais, je pense qu'un élément fixe, quelque part, genre comme Patapon, avec le bord de l'écran qui bump, ça aiderait. Mais bon, c'est une remarque. Ok. Bravo, hein, encore. J'ai beaucoup aimé votre présentation, ça faisait très youtubeur. C'est vraiment très cool. Pour le coup, là, le côté présentation numérique, ça marche bien pour vous. Alors moi, j'avais non, j'ai pas plusieurs questions, mais je trouve que je trouve ça chouette le gameplay lié à la musique. Donc j'imagine que vous connaissez Crypt of the Necrodancer. Oui. Voilà, vous y avez joué ça. Et du coup, je me disais, au niveau graphique, est-ce que effectivement, est-ce que vous avez pensé à effectivement, je rejoins ce qui a été dit avant, le fait que visuellement on puisse plus voir que c'est vraiment en lien avec le gameplay. C'est-à-dire effectivement des effets visuels où on comprend qu'on est vraiment en rythme. Déjà, on a les indications quand on est en rythme, quand on a perfect, etc., mist, qui peuvent déjà nous dire si on est en rythme ou pas. Et comme l'a dit Omar tout à l'heure, on a les différents éléments du décor qui peuvent aider un peu le joueur. Et Donc, en fait, on avait aussi quelques autres idées qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter sur le prototype, mais on s'était aussi imaginé qu'il pourrait justement, toujours dans cette optique de guider l'utilisateur et de l'aider, c'était d'avoir par exemple quand on effectue des mouvements en rythme, d'être un peu, je dirais un peu en mode frenzy. Enfin, genre, on est un peu en mode, l'écran par exemple ferait des effets spéciaux en rythme, par exemple on aurait l'écran qui clignoterait ou ce genre de truc là. Mais c'est juste on les a pas encore intégrés dedans, mais justement on voulait intégrer ce genre de fonctionnalité là. C'était prévu. Ouais. Moi, je trouve que ce serait vraiment un chouette truc, parce que c'est vrai que la musique, tu sais, elle est vachement prenante. Et on a vu vraiment ressentir ça un peu. Je pense à ça parce que j'ai fait complètement de temps, mais Super Hexagon, le côté complètement, ça pète à fond. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir des effets visuels qui soient un peu plus fat. J'emploie des termes un peu chimiques. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez d'autres questions. Oui, justement, en parlant du calage sur le rythme, on a bien vu qu'il y avait ces éléments quand même de background qui étaient en rythme. Mais du coup, comment est-ce que vous avez indexé ça sur la musique? Est-ce que vous avez une variable d'ajustement, quelle que soit la musique, pour faire que le rythme colle bien avec les BPM entre le décor et la musique du coup? Ce qu'on a fait, c'est justement, au début, on avait réfléchi, c'était une des premières tâches qu'on s'était dit, parce que c'était un peu la base du gameplay. On avait deux choix, c'était soit on partait du principe un peu, il me semble que Crypt of the Necrodancer fait ça, on peut mettre n'importe quelle musique personnalisée, et après il analyse justement avec des analyses, il analyse le BPM, le tempo. Sauf qu'on s'est dit que ce truc-là, c'est quand même un peu, c'est pas non plus, ça peut être précis, mais on aura forcément toujours une perte, ou à moins qu'on a vraiment des stems audio vraiment ultra qualitatifs et très rythmés. Du coup, on a plutôt choisi une autre approche, comme on avait un peu la main sur la musique. On s'était dit, si on avait l'information du BPM, donc de la musique, il nous fallait juste cette information-là, et de ce fait-là, en fait, on était capable de deviner, d'exécuter des actions tous les X temps basées en fait sur le BPM. Et c'est du coup comme ça qu'on a pu rajouter en fait nos différents éléments de musique. Donc nous, c'était sur Unity.
et qu'on a pu créer ce système-là. En fait, le jeu envoie des événements et tous les objets peuvent s'abonner à ces événements en rythme et on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. En fait, tout est centralisé sur les événements. Pardon. Puis en fait, c'est des événements qui sont castés et en fait, tout est centralisé sur les mêmes événements, donc tout est en rythme à chaque fois. Même si on a du lag sur le jeu, ça se synchronise sur la musique plus tard. Mais oui, en fait, c'est bien tous les éléments visuels qui sont dynamiques par rapport au son. Oui. Et du coup, est-ce que la musique, elle vient d'où? Pour les musiques, en fait, on a trouvé un musicien sur YouTube qui fait typiquement ce qu'on voulait, de l'électro médiéval. C'était un peu inattendu, mais c'est parfait. Donc on l'a contacté et du coup il nous a autorisé à utiliser 2 de ses musiques. Et pour une autre, on n'a pas. C'était une musique qu'on a eu comme ça, sans entre guillemets avoir les droits. Mais c'est pour ça que pour le moment, on a pour la présentation là, ça l'est bien entre guillemets. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on revienne dessus pour avoir les droits sur toutes les musiques si on veut le commercialiser plus tard. Pour le diffuser un peu plus, quoi. Est-ce que vous avez pensé dans votre réflexion, alors pas là, mais plus tard, à ce que, par exemple, si on est vraiment en rythme, ça vienne superposer quelque chose à la musique pour faire une espèce de truc un peu génératif, qu'on ait l'impression de participer à la musique ou pas? Ce qu'on avait pensé aussi pendant un moment, et on a prévu le système pour, c'est juste là on n'avait pas justement les assets audio nécessaires, c'était de justement splitter les musiques par stems, enfin par exemple avoir les stems juste des drums, de la basse, de la mélodie. Donc tout ça c'est mis en place, on a les pistes séparées, mais et on s'était dit que justement on pourrait jouer de ça pour créer en fait de la diversité et un peu comme ça accompagner le joueur en venant superposer petit à petit des pistes. C'était juste que là du coup là concrètement l'idéal c'est d'avoir un compositeur parce qu'il peut nous filer les pistes à part. Donc là on a dû faire avec à chaque fois la piste écrasée en une seule piste. Mais en tout cas on a bien réfléchi, on a mis en place techniquement c'est fait. Il nous faut juste les stems des audio en fait. Est-ce que vous allez continuer avec le projet, faire peut-être d'autres niveaux ou essayer de le partager à du public? Pourquoi pas, ouais. Après, justement, ce qui était cool aussi avec ce projet, c'est que c'était fait de façon propre, on va dire, et tout est fait pour que ça puisse scaler correctement et ça peut être repris par la suite sans problème, je pense. Justement, on avait plusieurs idées d'univers autres que la forêt. Et donc je pense que le plus gros, si on reprenait le jeu, ce serait de faire du level design. Ouais. C'est clairement le level design, effectivement, on s'est rendu compte, c'est quand même quelque chose de compliqué, etc. Et oui, ça serait vraiment le gros du travail dans ce jeu-là si on veut effectivement l'étendre. Et on avait aussi pensé, mais du coup là, comme Robin l'avait énoncé, à cause des problèmes de droit, on l'a pas fait, mais on avait l'optique aussi de le publier sur typiquement itch.io ou bien GameJolt, qui sont des plateformes de jeux indépendants, pour déjà avoir un avant-goût et puis même avoir un feedback réel. Mais du coup, il y a effectivement juste d'abord cette problématique de droit qu'on a réfléchi. Et du coup, à qui vous avez fait tester le jeu? On va avouer qu'on n'a pas pris le temps de faire des tests à d'autres personnes que nous. D'accord. Voilà. Okay. Mais le projet n'est pas limité. Voilà. Non, parce que du coup, on sent que ça peut se jouer très facilement, donc effectivement, là, ça sera vraiment le jeu à tester très facilement, quoi. Ça a un peu plus nous aider. C'était aussi, nous, dans notre équipe, on est vraiment 5 types de joueurs assez différents. Donc, ça aussi, ça t'entends vraiment bien. J'ai dit, vu que c'était des profils de joueurs différents, c'était intéressant de tester en premier. Elle a dit, vu qu'il y avait des profils de joueurs différents, c'était intéressant pour tester entre nous. C'est ça?
Non, mais du fait qu'en fait on avait plusieurs profils vu qu'on visait on avait typiquement comme Elliot avait montré au début un profil plutôt chill, un joueur plutôt chill, celui qui va jouer plus pour juste il va faire le niveau en se baladant limite, il va plus profiter, et l'autre joueur un peu plus pro gamer qui lui débloque le timer, le leaderboard, qui lui va jouer pour du scoring quoi. C'est vraiment deux personnages différents, on avait pensé à ces deux personnages là justement sur nos recherches. Ok. Donc là, votre but, c'est quoi exactement? Enfin, vous voulez passer à autre chose ou vous voulez vraiment continuer et en faire un vrai jeu? Bah, un vrai jeu, ça serait par contre, ça demanderait quand même beaucoup plus de travail parce que pour moi, un vrai jeu comme ça, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de niveaux. Par contre, enfin, en tout cas, si on veut s'estimer, parce qu'il y a plein de jeux qui sortent qui sont qui proposent des jeux indés qui proposent beaucoup, mais il faudrait en tout cas faire un gros travail sur les niveaux. J'imagine au moins, moi personnellement, si je joue un jeu du genre, je sais pas si les autres seront d'accord, mais moi personnellement, j'imagine qu'il y ait au moins, vu que c'est des petits niveaux qui s'enchaînent, au moins une cinquantaine. Ouais, peut-être aller au moins une trentaine déjà. Au moins une trentaine, ouais. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. J'aurais dit au moins une centaine, mais bon. Ouais, bah voilà. Ok. Et en tout cas, bravo pour le design sonore, hein, c'est super, hein. Enfin, au niveau même des voix et tout au début, la narration. La narration au départ. Ah oui, ça c'est c'est une un vrai question. comédien. C'est qui est-ce qui a doublé la voix? Au début, la voix anglaise. La voix anglaise. On est allé la chercher, enfin, c'est un professionnel. Ah, c'est ça. Ouais. En tout cas, d'un point de vue narratif, je pense que vous avez un truc qui est vraiment intéressant, cette histoire entre le silence et le son. Après, je sais pas si, bah là, sur 3 niveaux, c'est difficile de se rendre compte, mais ça vaut vraiment le coup d'exploiter cet univers-là après dans le jeu, quoi. Pas juste de faire des niveaux après avec un rythme, de faire quelque chose qui... En fait, la base, au début, on était assez intéressé par l'aspect speedrun et rejouabilité. Donc on a pu quand même mettre une couche narrative pour mettre un peu plus de volume dans tout ça sans avoir à enchaîner des niveaux un peu bêtement, mettre un peu d'étoffer tout ça. Mais l'intérêt, ce sera aussi d'essayer de parcourir un peu les niveaux le plus rapidement possible si on en a envie. C'était un axe de rejouabilité qu'on voulait pas mal développer, quoi. Si vous avez encore des questions, sinon on peut s'arrêter. Si, quand on joue quand on joue en contre-la-montre, du coup, on a juste le temps ou c'est un ghost qu'on a? C'est le temps. Oui, juste un temps qui après met à jour le scoreboard général, quoi. Ça serait beaucoup trop facile d'avoir le ghost du meilleur temps mondial parce qu'il y a quand même un aspect en fait qui est de trouver son chemin, en fait, savoir où faire les actions parce que c'est en rythme en fait. On peut pas vraiment choisir exactement où est-ce qu'on va faire notre action parce qu'on va se retrouver à un certain endroit avec la musique. Donc il y a aussi un aspect de chercher son chemin avant de le faire. C'était la réponse que je voulais entendre en fait. Pas juste qu'on me dise on n'a pas eu le temps de le développer ou quoi. Ça aurait été une mauvaise idée aussi, je pense. Et du coup, vous n'avez pas pensé à la fin, enfin l'histoire, du coup, c'est à la fin de l'histoire, il se passe quoi? Enfin, le but de la princesse, en fait, c'est juste vivre sa passion et juste en fait, c'est fuir le château. D'accord. C'est juste écouter librement sa musique. Voilà. Okay. Eh ben, on est arrivé au bout du temps. Voilà. Allez, donc on va se mettre en pause. J'ai mis les bonnes personnes en modérateur pour le groupe suivant, donc on prend 5-10 minutes pour rédiger les feedbacks et on reprend avec le dernier groupe de la journée. Ok. Merci. Merci beaucoup. Allez, on y est.
On est là. Vous y êtes aussi? Ouais. Oui. Nickel. Qui est-ce qui présente? Je suis encore en bas. Donc on va être deux parties à présenter. Nous, on va présenter la keynote et parfois on va quitter l'écran pour pouvoir présenter les vidéos et ça sera Antoine qui va le faire. D'accord. Les vidéos, tu les fais par partage d'écran sur le... Ouais, c'est un partage d'onglet YouTube. Donc on reste dans le podcast Chrome. Ok. Et ben on y va. Ok. Bon, c'est parti. Alors, donc nous sommes le groupe Bad Request. Donc on est un groupe de 6 personnes. Donc on est 3 graphistes, Clara, moi-même Manon, Martin, et 3 développeurs, donc Nikita, Antoine et Jean. Donc je pense que vous connaissez un peu ces petits pictogrammes, vous les avez sûrement déjà vus là dans le chat tout à l'heure sur Blackboard. En fait, c'est des emojis qu'on utilise vraiment quotidiennement. Et en fait, on est tombé sur ce site qui s'appelle Emoji Tracker, qui en fait montre et recense en fait le nombre d'émojis en temps réel qui est utilisé sur Twitter. Et on peut voir que c'est vraiment un phénomène très viral, que tout le monde, partout dans le monde, les utilise. Et c'est en quelque sorte un langage universel. Mais en fait, on ignore pourtant, je crois à peu près tous, comment ces emojis, en fait, ils intègrent nos claviers de smartphone, quelles étapes ils doivent passer et surtout qui les valide. Et donc, en fait, derrière les emojis se cache le consortium Unicode. Donc, en fait, c'est une association qui a but non lucratif qui a été créée en 1991. Et c'est elle qui va définir les standards d'apparition de ces fameux caractères dans nos claviers. Donc, ce sont eux qui vont décider si tel ou tel emoji mérite d'être prochainement dans nos smartphones. Donc, pour intégrer le consortium Unicode, il faut débourser beaucoup d'argent, soit 21 000 $ par an, pour être vraiment dans les membres annuels. Et donc, en fait, ce qui fait que seules certaines personnes peuvent se le permettre, telles que Google, Facebook, Netflix, IBM ou encore Amazon. Donc, en fait, on retrouve vraiment ces grandes firmes, ces multinationales de géants technologiques qui sont en fait les seuls à pouvoir régir le langage universel des emojis. Et donc sur ce sujet des emojis en apparence assez légers, on a découvert plusieurs débats, notamment à travers le film Picture Character, qui retrace le parcours de Rayouf Al-Mehdi, une jeune femme saoudienne qui, pour se représenter, était obligée d'utiliser une combinaison d'emojis. Et ce n'est qu'après que le consortium Unicode ait validé sa proposition d'emoji hijab en 2016 qu'elle pouvait enfin utiliser un emoji à son image. Donc, en fait, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de creuser un peu plus loin et voir en fait vraiment le pouvoir qu'a ce consortium. On est en fait tombé sur un article, un peu un cas pratique. En fait, en 2016, l'emoji revolver il avait été transformé par Apple en un emoji pistolet à eau. En fait, ça faisait suite à tous les débats sur le port d'armes et en fait, ça montrait clairement le positionnement d'Apple lorsqu'ils ont changé cet emoji. Donc, même si l'initiative comme ça, elle peut nous paraître louable vu la cause, en fait, on se rend compte que ça a soulevé vraiment plusieurs problématiques. La première, en fait, c'est de se dire que en fait, ce consortium, il a clairement la main mise sur nos claviers et en fait, il peut exprimer en fait sa prise de position partout dans le monde à travers chaque smartphone de cette manière. Et aussi, l'autre problème, en fait, c'est que Apple avait changé son emoji revolver, mais pas les autres membres du consortium, ce qui fait que quelqu'un qui avait un device iOS pouvait tweeter innocemment un jouet et se retrouver en fait lu par d'autres personnes tel un revolver. Donc en fait, ça changeait vraiment complètement le sens de la phrase, ce qui a posé énormément de problèmes au début. Aussi, en fait, si on veut montrer un peu plus loin l'impact de ce consortium et leur pouvoir, on peut faire une sorte de comparaison avec l'Académie française, qui serait un peu un équivalent. C'est donc l'Académie française qui régit le dictionnaire. Par exemple, si l'Académie française décidait du jour au lendemain de retirer le mot pomme de terre de son dictionnaire, en fait, on pourrait toujours continuer à le dire, à l'écrire, et ça ne changerait rien. Mais pour le coup, si le consortium Unicode décidait de supprimer l'emoji pomme de terre, et ben en fait, plus personne dans le monde ne pourrait l'utiliser parce qu'il ne serait plus disponible sur les devices. Un autre exemple qui nous a particulièrement intéressé, c'est qu'en 2019, une équipe de journalistes du Monde a rempli un fastidieux dossier pour faire valider l'emoji raclette. Donc c'est assez amusant, c'est que ce dossier est composé de nombreux croquis, illustrations permettant de retracer l'histoire et l'importance de la raclette. Et malheureusement, leur proposition a été refusée par le consortium Unicode, qui a affirmé qu'il existait déjà une façon officielle de représenter la raclette,
tout simplement en combinant l'emoji feu à l'emoji fromage. Et cette situation illustre assez bien l'emprise du consortium sur nos claviers, mais elle soulève aussi un aspect intéressant qui nous a particulièrement inspiré, c'est leur pouvoir de combinaison. Donc, nous avons en fait de toutes ces recherches élaboré en fait une sorte de problématique qui serait en fait de comment faire prendre conscience aux gens du pouvoir qu'ont ce consortium. Entre un langage du paradoxe, pardon, excusez-moi, on va reprendre. On a souhaité faire prendre conscience du paradoxe entre un langage universel et son contrôle par une minorité. C'est pour ça qu'on a créé Bad Request, qui est un jeu multijoueur de 2 à 4 joueurs satirique autour des emojis. On s'est inspiré de tout ce qui est jeux de salon qui peuvent être facilement rejouables et entre amis ou entre familles. Au niveau du dispositif, les gens jouent autour d'un écran desktop commun et ils utilisent leur téléphone comme manette. On a réalisé aussi le jeu en anglais pour permettre une plus grande universalité, une portée du jeu plus importante. Donc là, vous allez maintenant plonger dans Bad Request, donc au cœur d'un appartement, d'une colocation, où la crasse s'accumule, les déchets s'empilent, les mouches volent aussi par nuée, et les restes de soirée fusionnent avec la moquette. Donc en fait, nos 4 colocataires qui sont dans cet appartement sont peu portés sur le ménage, comme vous pouvez le voir, mais sont bien conscients de l'urgence de la situation. Pourtant, personne ne se résout à agir. Donc là, vous pouvez voir nos 4 personnages qui ont tous leur caractère bien trempé et leur style bien à eux. Et un soir, lors d'une soirée télé, ils vont peut-être avoir la réponse en fait, à leurs problèmes. Donc en fait, vous venez de faire la connaissance d'ISO. Donc c'est cette solution, c'est le robot ménager ISO qui est vendu par la très célèbre entreprise Consortium Unicode, qui est donc leader sur le marché des emojis et qui se lance aujourd'hui dans la robotique. Et donc ISO, finalement par son langage standardisé, peut être compris à travers le monde entier et répondre efficacement aux requêtes qui lui sont soumises. Donc finalement, c'est la solution pour laquelle vont opter nos 4 colocataires pour leur appartement. Alors, on va maintenant passer à une démonstration du jeu. Let's go. Vas-y, je prends le deuxième. Attends, le petit jardinier là. C'est quoi trop mignon. 6800. 42. Derrière, attends, je prends le 53. Yes. Ah non, il est plus stylé. Ah, des belles danses, hein, quand même. Hein. Regarde sa veste. Une veste de sa veste en moumoute. Zoglo. Je m'appelle Zoglo. Enchanté. Enchanté. Je m'appelle Antoine. C'est moi qui ai choisi un pseudo. Bah John. Ça s'appelle pas John, hein? Ah, c'est vrai. C'est mon cœur. Bah si, je m'appelle John. Un peu ça, ouais. Là. Ok, c'est bon, j'ai juste le meilleur emoji. En vrai, j'ai le meilleur perso, le meilleur emoji. Allez, hop. Ordinateur. Le mec, il sent plus. Alors, moi je suis le cuistot de ces sauces. Mais c'est pas une femme d'ailleurs, une cuisinière? C'est possible, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Osef quoi. Ok, alors, attends, j'ai pas suivi là. ISO Action Object. Okay, tu suis les... Enfin, vous suivez les mots, hein, l'ordre des mots. Merci.
C'est pour vous aider, hein. Vas-y, skippez, C'est bon, vas-y, on a c'est tous bon. compris. C'est C'est bon, bon, c'est pour bon. moi. Je suis chaud. Ça y est, c'est parti. Alors. Petite réunion de famille. Dans les toilettes. Ah la cool. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Ok, let's go. Alors. Clean the toilet. Moi, tu nettoies. Moi, tu nettoies, pas te dire. C'est pas mon problème, Moi, c'est tu pas nettoies, toi. toi Bah lui, il nettoie pas. Clean the toilet. Clean. Allez, ça Ça part. c'est sûr, ça passe. Et voilà, c'est juste parti en fait. C'est bon, c'est fini. Oh là là Trop chaud, là trop chaud. Mais qui a triché là? Qui est le... Putain, il a regardé sur mon Putain, il a portable. regardé. J'ai regardé, t'avais rien mis encore Ouais, dessus. c'est sûr. Ah, on peut mettre les rôles, ouais, pas mal. Ouais. Moi j'ai mis une giga vague, mec. Quand tu nettoies, c'est... Un rébut, c'est quoi le rébut? Il va quoi. Tu vas quoi. Attends, c'est quoi là? C'est Iso qui va nous dire quelque chose. Ah, ok. Il faut le comprendre. Un emoji du coup. Ouais. Ok, je pense que c'est ça. C'est bon, c'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez. Attends, quoi? Je me suis trompé? T'as mis quoi? Oh là 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 là. Ah, je pense. T'as mis Volt, pas Mais Bolt. j'ai mal lu. Oh là là. Eh oui. Mais je suis juste claqué en fait. J'étais sûr d'avoir beau. Désolé. Oh là 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 là, terrible. C'était sûr en fait. Alors. Du coup, on est sur un rébut. Call Yes. grandma. Alors. Non, c'est Rico. Pas oublier d'appeler la grandma. Ouais, c'est request. Grandma for her birthday. Ça c'est trop facile. Ça part. Attendez. Je l'ai. Merde. Franchement, j'ai été trop rapide. Les étoiles se sont alignées. J'y galère un peu moi. Oh là 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 là. Oh là là. Tu peux cliquer. Tu sais, t'as des roues. Oh là là. Oh là là, il sait pas s'en servir. Il sait pas servir de son téléphone. Attends, laisse-moi trouver les emojis là. Là, tu paniques là. Il est pas bien. Le birthday. Birthday? Birthday. Le fameux birthday. C'est le birthday. Ah, vous êtes fort hein. On est chaud. Eh ouais. Mais par contre, t'as vu. Non, mais là, vraiment, c'est trop. Non mais en fait j'étais pas sûre que l'urne marche, tu vois, donc je trouve que c'est plutôt drôle. Pauvre mamie. Toi, tu mets que des trucs un peu trash quoi. Mamie, c'est pour toi. Mamie, si tu me regardes. C'est qui ça le petit ordi? Ah, c'est toi, non? C'est Jean? Attends, c'est qui déjà? Ouais, c'est bon. Je C'est crois que c'est Jean, Antoine ça. l'ordi. Mais non, Antoine c'est l'Illuminati. Mais si, je crois que c'est... Je suis le boss en fait. Oh non. C'était Antoine l'ordi, j'avais pas bien regardé. Je suis sur la craque. Je suis encore dernier. Bon allez, ça part. Attends, c'est quoi là? Ok, alors là il faut récupérer les batteries pour... Là, ça trace? Yes, pour ISO. Attendez, Ouais, faites un peu de place là parce que... Allez, c'est parti. Moi je... Putain, faux départ. Alors... Oh là 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 là. Ça c'est pour moi, ça, Jean. Allez, celle-là elle est pour Bom. Attends, hop. Oh la vache. Oh. Oh non, 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 elle a pas juste derrière mes pieds. Oh oui, c'est magnifique. Il y en a pas ici, c'est la triche. C'est magnifique. Oh, je l'ai. C'est sûr, je l'ai. C'est sûr, je l'ai. De l'autre côté là. Il y en a pas ici. J'en ai une. Attends, il m'en faut une. Désolé. Putain, mais je suis derrière. Je suis trop le seum. Ah mais là, Ah, c'est moi. j'étais complètement dans les choux là. Le mec, il gagne, il sait même pas qui gagne. J'ai pas compris combien j'en avais. Mais non, c'est moi qui. Ah, du coup, c'est moi qui choisis la prochaine. Ah non, c'est le maître saucier. Ah oui, c'est vrai. T'as choisi la question là? Ouais. J'ai choisi. Toi, t'as été rapide. Parce que je sais ce que je veux. Droit au but. L'OM. En plus. Alors c'est parti. Boil water 40. Boil, c'est quoi? Ça veut dire quoi boil? Parce que moi, je suis pas trop anglais quoi. Je te file un petit traducteur si tu veux. C'est chauffer l'eau. Water. Mais leur dis pas, ils vont Mais... trouver après. Ah, ça se trouve allemand. Mais non, oui. Ouais, Bah là franchement, c'est un peu abusé quoi. C'est où? Water, j'ai perdu l'eau. L'eau, je l'avais pour les chiottes. C'est bon, c'est pour moi, c'est gagné. Le thé, il est où le thé? Hop là, allez hop. J'ai pas répondu en erreur. Tout le monde a réussi. Non, mais par contre, c'est une blague là. Qui a triché encore? Pourquoi? Là, ça a triché fort là. N'importe quoi. C'est sûr. Moi je vous ai même aidé. Ça, c'est du... c'est un thé ça. C'est du café. Ah non, ok pardon, on parlait pas du même. Ah mais non! Iso est mort. Oh. Attends, c'est fini? Ouais, il a explosé. Toi tu l'as fait exploser mec?
Troisième. Allez, Putain, dernière, j'en ai marre. Mais comment ça, on a le même score, t'es deuxième. Troisième. Ah, mais c'est le nom. C'est la vie d'artiste, hein. C'est le nom. Pas de chance. C'est comme ça. Je suis dégoûtée. On fait une Attends. partie? Bah attends, c'est il y a pas... un truc Attends, là. il y a un truc. Ah, mais non, moi j'ai envie de rejouer. Mais attends, Attends, on peut partager? Votre notification. Ok. Ah, d'accord. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons donc 3 modes de jeu, le mode request, le mode race et le mode rébut, qui nous permettent en fait de rythmer un jeu en 3 parties avec plusieurs manches qui sont toutes rejouables. Et en fait, les emojis nous ont permis de faire beaucoup de jeux de mots et d'avoir un humour assez prononcé. On trouvait que c'était aussi assez amusant pour les joueurs d'être inclus dans les propositions d'ISO, ce qui fait qu'ils sont souvent dans des situations embarrassantes, voire loufoques. Nikita, il a pas parlé. Mais c'est pas possible. En tout, il y a près de 150 requests et rebuts qui ont été rédigés pour que l'utilisateur puisse recommencer plusieurs fois le jeu. Il y a plusieurs difficultés aussi, comme ça le jeu devient de plus en plus compliqué et ça devient presque impossible dans le temps imparti de répondre aux questions alors que justement il y a énormément d'émojis disponibles. Et c'est vrai qu'après les tests utilisateurs, on s'est rendu compte que ces 3 modes permettaient justement de dynamiser le jeu et qu'au bout de plusieurs requests, on perdait un peu l'attention. Du coup, on a rajouté le rébut qui permettait d'ajouter beaucoup plus d'humour et d'être beaucoup plus rapide dans les réponses. Donc là, vous aviez le mode rébut devant les yeux. Et après, on a rajouté le mode race, où là, vraiment, ça demande juste de la rapidité et ça, vraiment, ça fait rentrer en fait les joueurs dans cet appartement. Et donc ça, c'est grâce au test utilisateur qu'on a pu élaborer ces 3 modes. Et quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu voir dans la démo, c'est qu'au début du jeu, en fait, les requêtes tournent beaucoup autour du ménage. Attendez, vous voyez la presse? Non, on le voit pas. Vas-y, Nikita. Ok, donc comme vous avez pu le voir, Bad Request joue beaucoup autour des mots et de leur correspondance en emojis. Et ces emojis permettent justement de jouer sur les doubles sens et des comparaisons qui sont parfois loufoques. Ce côté absurde et décalé oblige le joueur à réfléchir à toutes les possibilités disponibles, comme par exemple d'écrire la mamie avec une urne. Et c'est aussi pour ça que nous voulions que les joueurs soient directement inclus dans les différentes questions pour qu'ISO puisse directement interagir avec eux et les mettre dans des situations embarrassantes. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, en tout près de 150 questions, requests et reviews ont été rédigées pour la rejouabilité de la partie. Ok, et du coup, à la fin de la partie, après avoir réalisé de trop nombreuses tâches ménagères, ISO il va finir par exploser. Et à ce moment-là, on explicite aux joueurs que derrière ISO, il y a qui est un innocent robot ménager, se cache le consortium Unicode et ses différents acteurs, Netflix, Facebook, Microsoft. Du coup, chaque joueur est libre de rejouer ou en découvrir plus à travers une série d'écrans didactiques façon story avec lien à l'appui. Pardon. Pardon, du coup, je recommence parce que le micro, c'est... Ah, c'était pas ça que je voulais faire. On est vraiment désolé des soucis techniques. Donc voilà, ok. Ça déjà. C'est Anita. Ok, du coup, pour que les personnages et le robot puissent prendre vie dans cet appartement en temps réel, nous avons décidé de réaliser la partie 3D en TriJS. Donc nous avons rencontré plusieurs difficultés, comme le fait de rendre beaucoup d'objets à l'écran dans l'appartement et du coup beaucoup de textures. Donc on a dû trouver des astuces comme rassembler tous les objets statiques en un seul mesh et utiliser des atlas de textures, ou encore sur les textures de personnages pour en rendre le moins possible, les rassembler en une seule dans les différents channels, dans les différentes couches de couleurs disponibles. On savait aussi qu'on allait avoir besoin de physique pour la collision avec les obstacles et l'environnement. Donc au préalable, nous avons créé des boxes de collision sur Blender qui correspondent aux délimitations de l'appartement et que nous avons récupéré pour en faire des bodies après en CanonJS qui marchent très bien avec le framework TriJS. Ok, ensuite au niveau du front, on est parti sur une architecture Vue.js, donc du coup afin de s'abstraire des problématiques qui pouvaient être liées au routing et afin d'avoir
une application qui soit la plus fluide possible. On a un système de composants dynamiques sur les différents devices afin d'avoir un jeu qui soit le plus ISO possible et où les composants et les vues sont uniquement régis par les states du serveur et le game flow. Donc ça nous permet d'avoir une synchronicité et une bonne fluidité entre les différents téléphones, mais surtout entre les téléphones et l'ordinateur. Au niveau de l'API, donc, pour gérer les différentes questions, leurs intitulés, mais aussi leurs difficultés, les différentes réponses possibles que peuvent donner les joueurs, on a utilisé donc une API qui nous a permis de renseigner l'ensemble des 150 questions initiales, et ça nous a également permis de prévoir le futur du jeu via l'écriture de nouvelles questions, de nouveaux modes de jeu, et enfin, de faciliter et fluidifier le workflow entre les développeurs et les graphistes, du moins entre la partie éditoriale et le développement. Alors pour le clavier d'emoji, nous sommes basés sur un modèle de données et un sprite sheet afin d'avoir un clavier totalement paramétrable et identique sur tous les téléphones portables. Au niveau de la direction artistique, nous, du côté des graphistes, on s'est vraiment beaucoup concentré sur les décors parce que chaque salle a sa propre ambiance, puisqu'en fait, les questions qui sont posées pendant le jeu sont sur une partie en fait de l'appartement. Il va y avoir des questions orientées cuisine, des questions orientées salon, ce genre de choses. Donc on a vraiment travaillé les détails et les compositions. Et c'est pour ça aussi qu'on a utilisé Mixamo pour les animations des personnages, des colocataires, hein, pour gagner du temps. Et en fait pour se concentrer sur l'animation qui, elle, est réalisée sur C4D par nous-mêmes du robot ISO. Donc en parlant de l'appartement, en fait, pour penser le futur du jeu, donc là on vous a montré une première version avec les 3 modes de jeu complets, mais on peut imaginer en fait qu'il y ait quelques travaux dans cet appartement. Donc on pensait rajouter des pièces, par exemple un bureau, voire même les chambres ou une entrée pour pouvoir intégrer en fait les nouveaux emojis qui vont être ajoutés. Donc chaque année le consortium décide d'en ajouter une 60aine, ce qui fait qu'en fait notre jeu pourra être rejouable dans le sens où si on met à jour, comme disait Antoine avec l'API, on peut en fait générer de nouvelles phrases et donc pourquoi pas créer des pièces en fonction de ces nouvelles phrases. Enfin, vu qu'on parle de rejouabilité, on aimerait beaucoup pouvoir challenger les habitués, c'est-à-dire qu'on aimerait bien ne pas avoir à jouer juste une fois et en fait être un peu lassé. Même si on a de l'aléatoire dans nos questions, on aimerait bien rendre le jeu plus compliqué pour ceux qui le souhaitent. Donc pour le futur du jeu, on envisage de créer des niveaux qui sont paramétrables dès l'arrivée sur le site. Donc comme ça, pour les joueurs qui sont un peu invétérés, ils peuvent choisir différents niveaux de difficulté et avoir des rébus plus complexes et moins de temps pour y répondre. Alors, en termes de positionnement, nous évoluons en tant que collectif freelance, sous le statut du collectif associatif qui n'engage la responsabilité civile d'aucun des membres. L'avantage de notre dispositif est qu'il requiert très peu de matériel en englobant le prix du level design, du game design, du développement et de la direction artistique. Le tout étalé sur une durée d'1 mois et demi. Nous arrivons au prix très attractif, roulement de tambour, de 57 915 €. À savoir que chaque évolution de gameplay représente 9 000 € de game design, développement et rédaction, étalé sur 2 semaines. Pour la communication de notre jeu, nous serons présents sur les différents réseaux sociaux et sites web de curation. Nous jouerons aussi sur la sortie des nouveaux emojis qui nous permettra de promouvoir de nouvelles questions ou nouveaux jeux et faire renaître l'engouement pour notre propos et notre jeu. Donc voilà, on va pouvoir finir cette keynote qui a eu du mal à passer. Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que c'était pas trop compliqué, même si on a tenté. Donc voilà, maintenant on est tous dispo si vous avez des questions, des remarques. Hop, je vais pouvoir quitter ça. Et là, je crois qu'on va pouvoir mettre les textes. Les têtes. On monte nos têtes là. Oh là là. Hop. Oh là 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 là. Yes. Hein? Petite question, petite remarque. Alors, mais moi, je pense que je vais avoir une tonne de questions. Alors, franchement, vraiment encore bravo. Je pensais arriver au dernier projet et me dire, j'en peux plus, j'ai vu trop de choses, machin, mais là, moi, j'ai adoré, hein, vraiment. Pour le coup, je trouve qu'il y a une pertinence, mais tant au niveau game design que graphisme, que le sujet traité, c'est-à-dire que vous soulevez vraiment une problématique, et en même temps, votre réponse, elle est très pertinente, c'est-à-dire qu'on sent, on a vraiment envie de jouer à votre jeu.
on sent que ça peut être effectivement multi-langage, ça peut être complètement évolutif. Vous répondez à tous les aspects d'un jeu sur pour quelle cible, combien ça coûte. Et vraiment, effectivement, l'emoji, en fait, c'est un sujet qui est tellement... il y a tellement de choses qui sont écrites dessus et je m'étais dit, ah, vous allez vouloir, je sais pas, être critique par rapport à ça. Enfin, effectivement, le fait que ça conditionne vraiment la pensée. Et en même temps, vous avez pris un axe qui est très drôle et qui est très pratique, en fait. Donc, du coup, je trouve ça, pardon, il fallait que je pose des questions. Alors, tu fais ce que tu veux. Après, on prend aussi, hein, ça ne nous dérange pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, oui, alors par rapport effectivement au fait que les émojis, ça évolue, c'est-à-dire qu'il y a plein de mots qui arrivent, il y a plein de termes qui arrivent. Comment est-ce que vous voyez évoluer avec ça? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est tous les 6 mois vous retrouvez, vous faites un autre level design, ou vous rajoutez vous adaptez vos questions, enfin En fait, l'idée, quand on a conçu ce jeu, en tout cas, notre point de départ, c'était vraiment les questions. Et en fait, on a adapté les questions dans chaque pièce de l'appartement. Donc l'idée, en fait, ça serait de justement se rejoindre chaque année. Donc il y a des nouveaux emojis. Donc là, maintenant, c'est un peu décalé à cause des récents événements. Mais en fait, tout dépend le mois. Mais l'idée, ça serait en fait de s'y prendre 6 mois à l'avance pour concevoir les questions. Et après, en fonction de ces questions, s'il y a de nouveaux termes qui sont apparus avec des nouveaux emojis, pouvoir les adapter dans les meilleures pièces. Donc, c'est-à-dire que si on a des emojis qui sont apparus qui ne correspondent à aucune pièce qu'on a actuellement, l'idée, c'est de pouvoir, entre nous, justement, se concerter assez à l'avance pour concevoir ces pièces et les agrémenter dans ces niveaux-là. Et même en fait, quand on a effectué la rédaction des questions, on a réalisé que certains emojis pour décrire des tâches très simples comme passer l'aspirateur, par exemple, ça n'existait pas. Et donc, nous, pour l'instant, ça nous permet de jouer vraiment sur des images en imaginant que l'aspirateur, on utilise une bulle ou un nuage. Et du coup, si cet emoji arrive, ça va forcément nous obliger à rechanger les questions et à imaginer d'autres manières de mettre en scène les nouveaux emojis. Au niveau de parce que du coup, pas pour les rébus, mais pour l'autre mode qui s'appelle, je sais plus comment, non, pas, mais le premier du coup, pardon. Request. Request, c'est ça. Du coup, là, il y a une question combinatoire. Comment est-ce que vous arrivez à valider que la réponse est bonne? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions possibles pour le même. En gros, dans l'API, ce qu'on fait, c'est qu'on associe chaque mot à une liste d'emojis et on check simplement si ça fait partie du tableau et si c'est le cas, ça valide la réponse. Il y a l'ordre aussi. Dans votre, j'avais lu la note que vous avez. Oui, il y a l'ordre. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la phrase en petits bouts de mots, quoi. Ah, c'est ça. Il y a des bonus en fonction si on les a dans l'ordre tous les 3, si on les a dans le désordre quand on en a que 2, etc. C'est ça. Et si on a une requête complète sans aucune faute, on gagne un bonus de points. Il y en a combien des emojis à peu près? 3304. 3304, oui. Alors, ouais. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est que pour le clavier, on a réduit en fonction des questions qu'on a dans l'API. On check les emojis qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions et on supprime les doublons et du coup, ça nous fait une liste d'emojis qui est quand même plus restreinte que celle des 3400 qu'on a sur les téléphones. Est-ce que c'est un projet que vous aimeriez bien sortir au public? Oui, carrément. Ouais, de ouf. Le point de départ quand on a constitué notre groupe, la première chose laquelle on s'est dit, c'est qu'on veut faire un projet complet et qu'on veut le sortir. Parce que c'est vrai que on a quand même pas mal travaillé dessus. Là, on a vraiment une expérience qui est complète. Maintenant, il y a beaucoup de choses encore à régler, mais je veux dire, le plus gros est fait. Donc là, c'est un peu l'objectif. On va faire une petite pause, mais après, courant de l'été à la rentrée, c'est vraiment notre objectif de pouvoir le sortir et voir aussi les réactions des gens, parce que c'est ça qui est intéressant quand on fait ce genre de projet. Et, dernière question, et en termes de viabilité, comment vous imaginez justement financer ou rémunérer lors du lancement? Je vais laisser la parole à Jean. Alors c'est vrai qu'en termes de viabilité, c'est vrai que nous, on se plaçait plus en gros sur le devis ou la commande et pas vraiment sur un projet ou un jeu qu'on montre comme en étant éditeur de jeu. Donc du coup, ce serait vraiment plus un projet que l'on pourrait proposer et vendre à une association ou quelque chose comme ça.
Et justement, ça va le vendre à une association. Ah oui, d'accord. Et ça rejoint la question que je voulais poser. Vous avez songé à des acteurs avec lesquels vous pourriez vous associer? Je sais pas, des quotidiens ou je sais pas, des médias qui feraient ce genre de choses un peu, comment dire... Des décidiers. Bah non, justement pas. Des gens qui font le ménage, en fait. Non, parce qu'en fait, il y a un aspect quasiment journalistique dans le projet. Donc, ouais, sur le langage. Et vous avez déjà identifié des acteurs à qui vous pourriez demander des sous et puis d'exposition? En fait, par exemple, quand on a vu cet article du Monde dont on parlait pour l'emoji raclette, c'était un article qui était quand même assez complet. Ils ont vraiment montré le déroulé de A à Z de comment en fait ils ont essayé de soumettre cette emoji raclette et comment en fait à chaque étape ils se sont fait recaler. Et en fait, on dit justement qu'il y a cet aspect journalistique qui est intéressant parce qu'en fait le fond de notre propos c'est de renseigner les gens en fait sur ce sujet. Donc oui, en fait l'idéal ça serait de pouvoir le présenter à des sites voilà, de journaux, de quotidiens pour justement proposer une expérience qui rende compte de cette information d'une manière un peu plus ludique qu'un article avec des gros blocs de texte. Ouais, clairement, le Monde ou Libération, ils en prennent des serious games. Ça vaudrait le coup de voir. Et du coup, au niveau de votre com, moi j'aimais bien vos petites, effectivement, vos petites stories, genre l'emoji raclette ou l'emoji, je sais pas trop quoi. Au niveau de la com, au niveau d'Instagram, je pense que ça pourrait être très drôle de jouer au niveau des réseaux sociaux sur cette com, sur ces petites histoires en fait effectivement qui sont super intéressantes et dont on n'a pas du tout idée. Enfin, je sais pas si vous avez pensé un peu à une com qui pourrait accompagner ce projet. En fait, je sais plus si c'était dans notre dossier technique ou de conception, mais en gros on expliquait que au moment de notre com, donc par exemple si on crée un compte Instagram qui est lié à ce jeu, l'idée c'est de pouvoir en fait fidéliser en quelque part les joueurs en proposant en fait des articles en story de façon secondaire liés au jeu, où justement en fait on montrerait un peu l'envers du décor de comment en fait on a conçu ce niveau et de quelle manière en fait il est en fait issu d'une situation qui a été réelle. Parce que par exemple dans notre jeu on a réimplanté on a la phrase ISO prépare-nous une raclette. Et donc en fait on pensait justement faire des posts et après présenter en fait cette phrase là qui est issue de notre jeu en fait elle vient d'une situation réel où il y a eu cet emoji qui a été vraiment proposé mais qui n'a pas été validé. Donc en fait c'est pour ça que dans le jeu vous ne pouvez pas en fait clairement demander à ISO de préparer une raclette et de trouver des astuces. Et c'est vrai qu'on avait aussi remarqué que pendant le confinement il y avait vraiment eu un essor de la part de plusieurs journaux ou de stories qui a partagé beaucoup de petits posts très courts sur quel est ce film en emoji, quel est ce livre, quel est ce jeu. Et c'est vrai qu'il y aura sûrement quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Saurez-vous traduire face à Pierre en emoji et tout ça sur des posts répétitifs afin de teaser, d'amorcer l'arrivée du jeu. Parce que c'est vrai que là, en termes de jeu où juste vous dites une phrase et que tout le monde, tous vos abonnés peuvent répondre et essayer de trouver enfin, rien qu'en termes de réseau social, hein, pour avoir des abonnés, c'est un niveau royal, quoi. Et sinon, alors, pardon, je sais pas si en fait, c'est pour savoir, vu que là, vous l'avez fait en anglais, c'est effectivement très bien, et effectivement, vous partez sur de la combinatoire de signes. Et donc, du coup, là, pour le coup, on se dit que ça peut s'adapter à toutes les langues. Et est-ce que vous avez pensé à faire une version française, puisque là, ça pourrait être très, très drôle aussi en français. En fait, ça pourrait être drôle dans chaque langue. Enfin, comment vous adapter aux différentes langues, puisque là, en fait, vous pouvez vraiment vous adapter à tout. Alors c'est vrai qu'on avait pensé au mode traduction au mode traduisible dans une autre langue et donc la base finalement restera la même pour la plupart des actions, mais on a aussi inclus des jeux de mots par rapport à la langue anglaise. Par exemple, on a découvert que nous l'expression anglaise pour des moutons de poussière, là son équivalent anglais c'était des dust bunnies. Du coup, ce qui fait que quand on va dire à ISO passe la poussière, on a la possibilité de répondre par l'emoji lapin, ce qui va faire que ça marche pour la poussière. Donc on a essayé d'inclure des jeux de mots de langue donc qui pour le coup étaient rattachés à la langue anglaise, mais si on le traduit dans une autre langue, c'est le pendant qu'il faudra qu'on écoute. On a terminé le temps. Oui. Donc je ne sais pas si vous aviez... moi j'avais la même question sur le côté universel, ils ont répondu. Voilà. Eh ben on est bon. Bravo. Et on a Merci. terminé.
Merci. On se retrouve à 17h20 sur Blackboard avec tous les étudiants pour pouvoir vous faire les feedbacks du jury qui d'ici là va délibérer en privé. Voilà. Merci. Merci. Merci.